Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes 3 dernières lectures. Mais comme d'habitude, il y aura un peu de triche puisqu'en fait il y en aura 4, dont un livre audio sur l'application Nextory. Donc je spoil pas trop le nom de ce livre, vous le verrez à la fin. Donc je vous présente mes 3 dernières lectures et vous allez retrouver un thème. Ça va être la montagne, le outdoor, mais avec vraiment des histoires totalement différentes, puisqu'il y a une histoire qu'elle a une étude plus sociologique là-dedans, ici une histoire d'amour, et ici une histoire on va dire de famille. Voilà, écoutez, on va plonger tout de suite là-dedans. Je suis vraiment super contente si ces vidéos vous plaisent. D'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like ou à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Allez, c'est parti pour le premier livre. Le voici, donc c'est Chaudon, la montagne blessée par Luc Bronner. C'est un livre français, c'est un auteur français. Donc je vais vous lire le résumé. Vous montez un col, traversez une forêt, longez une rivière. Au fond de la vallée, les restes d'un village, des blocs de pierre brisés, 6J Chaudin, village maudit qui fut vendu en 1895 par ses habitants à l'administration des eaux et forêts. Évocation poétique et charnelle des paysages alpins, de leur beauté et de leur infinie cruauté, le récit de Luc Bronner charrie et recompose toutes les traces du passage des hommes et des femmes dans leur intimité jusqu'à leur fuite inéluctable. L'animal a remplacé l'humain et Chaudin est désormais le cœur d'un espace ensauvagé, l'une des plus somptueuses vallées de l'Europe. Donc Luc Bronner est grand reporter au monde, marcheur infatigable, il est familier des sentiers alpins depuis l'enfance. Petite citation de Libération au sujet du livre. Une enquête fouillée et poétique à la recherche du temps passé, des murmures oubliés et des vies lointaines. Donc c'est un petit livre qui se lit sur quelques soirées, il fait 150 pages. Je l'ai adoré, je vous l'ai présenté sur Instagram et je sais que vous êtes déjà quelques-unes à l'avoir lu et d'autres à pas l'avoir forcément aimé. Moi je dois avouer que ça a été un petit coup de cœur puisque en fait on apprend énormément sur l'état de la montagne à la fin du 19e siècle, puisque la montagne n'a pas toujours été comme on la connaît maintenant. Elle a aussi été surexploitée par notamment des villages situés en certaines altitudes, ou à plus de 1000 mètres, 1500, 2000 mètres d'altitude, et on se doute qu'à la fin du 19e siècle, ils n'avaient pas le confort qu'on a actuellement. Donc c'est très difficile de vivre. Ils mouraient beaucoup de maladies, ils mouraient très jeunes, le taux de mortalité infantile était énorme, il y avait très peu, on va dire, de choix de métier. C'était forcément éleveur, berger, exploitant de bois, enfin voilà, c'était très compliqué, beaucoup de personnes illettrées, enfin voilà. Et donc l'auteur se concentre en fait sur Chaudin, donc effectivement vous avez compris, un village qui a été littéralement abandonné et vendu, et en fait c'est un paysage où lui il va faire ses randonnées et forcément il s'interroge sur ce tas de pierres qu'il croise. En fait, il remonte le temps grâce à des archives, grâce à des statistiques, grâce finalement un peu à de la généalogie, et moi j'ai juste adoré, puisque à travers en fait les statistiques il raconte ce que j'ai envie d'appeler la petite histoire. Donc on se dirait ouais fin du 19e siècle, c'est pas si, il y a les lois pour l'éducation, nanana, enfin voilà, il se passe plein de choses finalement dans la grande histoire, mais on se préoccupe pas forcément de la petite histoire. Donc ce qui s'est passé pour je sais pas, c'est pas ces petits gens, mais c'est pour ces gens normaux, voilà, tout à fait. Donc en fait il s'intéresse aux familles qui ont vécu là, et il commence en fait son récit avec la signature de la vente du village par tous les villageois à cet organisme là, ça se passe donc forcément sur plusieurs années, puisqu'il faut indemniser tout le monde en fonction de la propriété de chacun, en fonction des maisons, des terrains de chacun. Et en fait il va remonter un fil d'Ariane autour des naissances, de la mortalité. Il s'intéresse des fois à certains personnages. Donc à un moment donné il y a une jeune fille qui est décédée autour de ses 18-19 ans, et il essaie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Pareil pour certains enfants, et pareil aussi sur les statistiques, qui étaient les instituteurs qui sont venus enseigner à Chaudin. Donc juste pour que vous voyez un peu l'état de comment on vivait à l'époque là-bas. C'est un village qui est littéralement coupé de tout l'hiver. Il est à peu près
on va dire 2 heures de marche, voire 3 heures en hiver de toute civilisation et de tout village à côté. Ils ont un curé, il explique d'ailleurs qu'une fois il y a un curé qui est mort à cause d'une avalanche quand il a voulu aller dans un village voisin. Donc il faut faire des réserves pour se nourrir l'hiver. Et c'est pour ça qu'en fait... on arrive à se demander mais comment font ces gens pour vivre là et pourquoi ils restent là, puisque taux de mortalité qui est... voilà, je l'ai déjà dit, mais pourquoi finalement Choudin est vendu à la fin du 19e siècle. Et en fait il y a plein de villages qui sont rachetés à cette époque là. L'objectif est en fait de reboiser la montagne, puisqu'il y a d'énormes catastrophes naturelles avec des glissements de terrain à cause en fait de la surexploitation de la montagne. Et donc c'est pour vous dire que la surexploitation des ressources naturelles, ça date pas que du 20e siècle, c'était déjà le cas au 19e siècle. Et forcément l'État a déjà pris en fait la mesure de ça, et c'est finalement en rachetant ces villages là de donner une chance à ces villageois en fait de s'immigrer. Alors soit ils vont vivre forcément ailleurs dans des villages plus bas, soit il y en a carrément qui partent en Amérique. Et justement le journaliste retire un fil d'Ariane grâce en fait aux statistiques du service militaire, puisqu'il y en a plein en fait qui suivent le service militaire pour partir en Amérique. Et en fait il utilise visiblement plein oui c'est ça, de statistiques pour essayer de vous raconter l'histoire de ce village et de ces villageois. Et moi j'ai trouvé ça super touchant. On utilise des statistiques mais c'est jamais ennuyeux, je sais pas comment vous expliquer, c'est utilisé de manière super poétique. Il y a la description des paysages. Je vais vous lire un petit passage. Dans les bois qui restaient, les jeunes pousses ont pu grandir dans l'anarchie de la nature sans être écrasées par le pied de l'homme ou coupées par sa main. Dans les champs, les prairies, les herbes folles ont progressé centimètre par centimètre, touffe par touffe, gagnant sur les pentes, donnant vie aux générations suivantes de végétaux délicates, semences qui ont trouvé leur chemin dans la terre. Je repense à la prière du curé Vincent alors que Félicie Marin l'écoutait dans l'église prononçant ces mots d'espoir. Alors Félicie Marin, c'est la jeune fille dont je vous ai parlé qui est décédée très jeune, et le curé c'est l'un des curés, mais lui je crois qu'il est pas mort dans l'avalanche. Puisse même le bon grain tomber sur une terre pierreuse et sur la route germer et n'être pas emporté ou dévoré par les oiseaux du ciel aussitôt, que la bonne terre au contraire laisse couler quelques-unes de ses parcelles pour couvrir et faire prendre racine au grain tombé dans ces lieux infortunés. La vérité est que cela fut très long, très progressif, le temps d'effacer les blessures laissées par les hommes et les femmes. Le minéral a reculé, s'est effacé pas à pas, jour après jour, face au règne végétal et animal. Depuis, la vallée vit presque sans intervention humaine, libre, naturelle, violente, comme l'est la nature. La pierre tombale de Félicie Marin demeure résistante au gel, au vent, à la pluie, à l'humanité. L'homme n'aura été qu'un passager clandestin, brutal et inconscient, si éphémère à l'échelle des roches et des pics. Les habitants ont sans doute trahi l'héritage de leurs ancêtres, mais ils ont laissé un legs extraordinaire à leurs descendants. Choudin raconte notre passé et notre futur probablement. Je sais pas pourquoi ça m'émeut de vous lire ça, mais donc effectivement il y a encore le cimetière qui est en place à Choudin, et c'est comme ça qu'il a en fait découvert la pierre tombale de Félicie Morin, et qu'il a en fait cherché dans les registres, qu'il a tiré ce fil, je me répète sur le fil d'Ariane, mais c'est comme ça en fait, chaque petit chapitre c'est un fil, une statistique qui tire pour vous raconter l'histoire de ces hommes, de ces femmes, de ce village, de leurs conditions de vie, de la montagne, et finalement de cette maltraitance entre guillemets, un peu malgré les hommes et les femmes qui vivent sur place, parce qui survivent en fait sur place et qui surexploite la montagne. Et que même si en fait finalement ce village a été vendu et abandonné, on pourrait dire oui que c'est une trahison pour les ancêtres qui se sont tellement acharnés pour survivre dans cette terre, mais c'est aussi un super héritage pour tous les gens qui vont en fait maintenant dans ces montagnes qui sont préservées, belles, avec des magnifiques forêts préservées. Donc moi j'ai trouvé ça hyper instructif, poétique, enfin voilà, il est super court ce livre, mais ça a été vraiment un coup de cœur. Comme d'hab, c'est des livres que je ne sais pas comment je les trouve ni comment je tombe dessus, mais c'est un achat je pense de Cultura. Il faudrait que je regarde à chaque fois ce que j'achète, mais voilà, j'ai adoré. Et puis le nom La montagne blessée est magnifique. Deuxième livre, c'est Ma Absolute Darling de Gabrielle Tallant. Alors je vais juste vous faire un petit avertissement, un TW comme on dit en anglais, avant même de vous lire le résumé. Je pense que je ne savais pas, hein. Il y a de la violence sexuelle à l'intérieur, il y a de l'inceste. Voilà, j'ai pas envie de spoiler parce qu'en fait quand on lit le résumé on ne peut pas s'en douter, mais je trouve ça m'a tellement pris à la gorge, ça a été une vraie claque. Paradoxalement ça a été, je peux pas dire c'est un coup de cœur de lecture, mais je n'ai pas réussi à lâcher ce livre tellement il était à la fois écœurant, mais on peut pas le lâcher parce que on veut savoir la suite, si
l'héroïne Julia s'en sort. Donc je vais vous lire le résumé. À 14 ans, Turtle, donc voilà, je vous fais une petite parenthèse. Turtle, c'est le surnom de l'héroïne qui s'appelle en fait Julia et dont son père l'appelle aussi Croquette. Voilà, donc juste pour que vous puissiez suivre. À 14 ans, Turtle arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seul compagnon. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule sous l'emprise d'un père charismatique et abusif, jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Je vous lis quelques commentaires de magazines. Donc pour le L, c'est un choc extraordinaire, il ne faut pas passer à côté de ce livre-là pour Télérama. Ce roman appartient à la famille de ces livres impossibles à oublier. Ça c'est le Figaro. Alors voilà, moi je pensais vraiment m'aventurer, je me disais bon, un père abusif, en fait j'ai pas tout de suite pensé que ça pouvait être un père incestueux, je pensais oui qu'il pouvait y avoir de la violence et je pense vraiment qu'il faut, parce que c'est pas dès le début en fait, si ça arrive rapidement dans le roman, mais il y a vraiment des passages, moi personnellement j'ai une relation très compliquée avec mon père et j'ai reconnu certains comportements abusifs, psychologiquement abusifs, et c'est très perturbant à lire. Donc voilà, je préfère vous mettre un petite avertissement dessus, mais je n'ai quand même pas réussi à lâcher ce livre parce que j'ai voulu savoir si Turtle pouvait se sauver ou si elle allait être sauvée, et c'est vraiment intéressant tout ce qui se passe autour d'elle, à la fois l'école qui ne se rend pas compte de ce qui se passe chez elle alors que voilà, son grand-père qui se rend compte mais n'est pas très sûr de ce qui se passe mais s'en rend compte quand même et il essaie de l'aider. Voilà, Turtle, son père, son activité favorite c'est lui faire monter et démonter un fusil, de lui faire tirer au fusil. Donc c'est, on va dire, on arrive en fait on pourrait se dire qu'on arrive dans un foyer un peu redneck, comment vous dire, oui un peu pauvre, mais pauvre dans l'éducation et dans la détresse, une sorte de détresse aussi économique, mais c'est pas le cas, ils habitent dans une maison, c'est juste vraiment en fait le père qui est complètement un déchet, mais c'est pas un déchet comme on pourrait s'imaginer, un déchet de la société qui maltraite sa fille, qui maltraite toutes les femmes dans sa vie. Pas du tout, c'est quelqu'un qui est hyper cultivé et qui passe, grâce à la lecture de tous ses livres, est complètement dans une sorte de théorie du complot, une théorie de fin du monde. C'est voilà, et à la fois on a Turtle qui a cet échappatoire qui s'ouvre en fait grâce à la nature, qui va randonner, et c'est là où elle rencontre finalement Jacob et son copain, et c'est grâce à cette rencontre là où elle, on va dire, les aide puisqu'ils se sont égarés sur leur randonnée, qu'elle va en fait réussir à petit se sortir en fait de ce cercle vicieux là, et surtout de sorte de huis clos avec son père qui est hyper angoissant. Donc il y a plusieurs rebondissements jusqu'à la fin. Voilà, moi c'est le livre que j'avais quand j'étais à Tenerife, que j'ai emmené pour lire. Je me dis bon, ça va être cool, ça va être un livre plutôt léger pour les vacances, et pas du tout. Mais après c'est un livre que je n'ai pas réussi à... Ouais, on sort de là, on est pris à la gorge, c'est très difficile d'ensuite de le reposer et voilà, c'est intense comme livre. Voilà, mais pour moi, j'ai pas noté le premier, mais pour l'instant on est que sur des 5 étoiles. C'est un 5 étoiles et c'est très paradoxal de dire ça alors qu'on parle de choses très graves là-dessus, mais c'est fait avec... à la fois, c'est très cru, mais en même temps c'est des actes tellement cruels que des fois ces mots-là sont importants. C'est très vulgaire aussi, il y a de la vulgarité, mais toujours à bon escient. Donc il y a des descriptions aussi magnifiques de la nature en Californie. Voilà, comment vous dire, voilà, si vous avez vécu ces problèmes-là dans votre vie, on va essayer d'éviter de replonger là-dedans. Si vous avez le cœur accroché, voilà. Mais en tout cas, c'est un livre qui ne peut pas laisser indifférent, mais c'est... Voilà, là, il est là dans ma liste et je vous le présente. On continue, 3e livre. Ce livre est issu de ma box Cube du mois d'avril ou de mars, je ne sais pas. Donc c'est Mon désir le plus ardent par
Pete Fromm. Là je suis en train de me rendre compte que j'ai lu que des livres écrits par des hommes. Écoutez, on va essayer de remédier un peu à ça. Je vous lis le résumé. Mon désir le plus ardent. Maddie s'était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu'elle, encore moins avec un guide de rivière. Mais voilà Dalt, et il est parfait. À 20 ans, Maddie et Dalt s'embarquent dans une histoire d'amour qui durera toute leur vie. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork dans le Wyoming, devenus tous deux guides, ils vivent leur passion à 100 l'heure et fondent leur entreprise de rafting dans l'Oregon. Mais lorsque Maddie, frappée de vertige, apprend qu'elle est enceinte et se voit en même temps diagnostiquer une sclérose en plaques, le couple se rend compte que l'aventure ne fait que commencer. Mon désir le plus ardent est le portrait d'un couple ancré dans le présent qui affronte avec courage et humour les épreuves de la vie. Avec sa voix pleine d'énergie, tout à la fois drôle et romantique, Pete Fromm nous offre une histoire d'amour inoubliable. En fait, rien que de relire le résumé, c'est voilà, donc l'un d'ailleurs des commentaires d'une journaliste américaine, c'est un roman fantastique, terrible, poignant, mais plein de fougue, drôle et romantique. Alors je suis désolée, mais en fait c'est vrai qu'entre ces deux romans, je vous présente des romans assez, des livres assez, on va dire, durs. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai même pas lu le résumé quand j'ai attaqué le livre. Je me suis direct lancée dessus. D'ailleurs, je trouve que l'image est très magnifique, vraiment, cette main dans l'eau est très très belle, très poétique. C'est un livre, regardez, hop, magnifique. Ensuite la photo, la suite. C'est un livre, comment vous dire, hyper... j'aime bien en fait ce genre de détails dans les livres, bref. J'avais même pas lu le résumé. Je suis en train de me dire que je lis beaucoup des romans de cette maison d'édition, donc c'est peut-être à juste titre, voilà. Je suis désolée, je suis hyper émue parce que c'est un livre qui est extrêmement émouvant. Parce qu'en fait, on voit dès qu'une femme en fait est atteinte d'un cancer, d'une maladie, je crois que c'est assez énorme le nombre de couples qui se séparent parce que l'homme ne se sent pas incapable de rester, ne se sent pas incapable de s'occuper de sa femme. Je vous mettrai des articles à ce sujet-là. Alors qu'à l'inverse, les femmes n'abandonnent très peu les maris. Voilà, donc et là, à l'inverse, on voit vraiment Dalt rester avec sa femme. Donc je vous rassure, en fait, il y a toute une partie sur leur rencontre, sur leur amour au début, sur comment ils lancent en fait leur business, leur amour de la rivière, leur amour du rafting. C'est passionnant et en fait on est frappé comme Maddie quand elle a ce diagnostic là, puisqu'on va dire qu'en fait chaque chapitre, les chapitres ne se suivent pas, enfin ils se suivent chronologiquement parlant, mais vous sautez en fait de plusieurs mois, des fois de plusieurs années, et c'est super intéressant puisque ça saute entre guillemets, mais ça se suit et en fait vous êtes au début du couple, ensuite vous êtes à leur mariage, ensuite vous êtes à la création de leur entreprise et puis vous êtes à leur essai bébé et au final on se retrouve à ce diagnostic et comment ça va se passer, comment ça va chambouler toute leur vie. Je vais vous lire un petit passage. Je pense à nos vœux, à la manière dont j'ai laissé Dalton décider de chaque phrase, au lieu de promettre de s'aimer toute notre vie, un serment ridicule selon Dalt, considérant tout ce qui risquait de nous arriver, tous les imprévus qui nous entendaient, nous avons déclaré à nos pseudo-prêtresses, c'est mon désir le plus ardent. Voilà, donc d'où vient le titre et je trouvais ça super touchant. Surtout une fois qu'on a refermé le livre et qu'on se dit ah ok d'accord, ok. Et voilà, donc on voit comment la maladie bouleverse sa vie. En fait, on est vraiment dans la tête de Maddie. Et d'ailleurs, c'est moi ce qui m'a bouleversée énormément, c'est que c'est un homme qui écrit et pourtant on ressent vraiment tout ce qui se passe dans la tête de cette femme de manière... Enfin, c'est hyper réaliste. On dirait que c'est vraiment autobiographique ou qu'il a vécu ça de l'intérieur, peut-être en étant l'enfant d'une personne qui avait la sclérose en plaques. Et au final, en fait, on découvre qu'à la fin, il a surtout mené beaucoup d'interviews auprès de personnes malades qui remercient en fait des personnes à la fin, docteurs, malades. Et pour leur retour. Je vais boire un peu d'eau, ça va me faire du bien. Donc c'est vraiment, voilà, ce livre est super touchant. Moi ça a été un coup de cœur, j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Et ça me touche encore de vous en parler. Je remercie encore ma Box Cube de me proposer des livres comme ça, puisque je ne serais jamais tombée dessus et je suis très heureuse de vous le partager. Voilà, c'est une histoire d'amour magnifique. La maladie en fait progresse et s'empare d'elle, mais elle garde quand même cette lucidité. Enfin voilà, alors si vous n'avez pas trop le moral, je sais pas si c'est super de lire ça, mais ouais, c'est un livre magnifique. 5 étoiles. On passe à mon petit livre audio
Peut-être ça me fera un peu respirer de vous parler de ça, donc de Next Story. Donc c'est l'affaire Alaska Sanders par Joel Dickers, donc c'est son dernier livre que je voulais absolument écouter. En fait moi je suis vraiment fan de Joel Dickers, mais je dois avouer que bon, son dernier livre c'était le mystère de la chambre je sais plus combien, et j'avais pas trop bon voilà hein. Et quand j'ai vu son interview de lui sur France 5, qui en fait il expliquait qu'en fait c'était une des suites de ses autres romans qui ont lieu aux États-Unis, notamment les Baltimore. Enfin bref, c'était vraiment la suite la suite entre guillemets, puisqu'on reprenait en fait les personnages. Je me suis dit oh, ça va être génial, je vais pas être déçue. Je vais vous lire le résumé d'abord quand même. La suite de Harry Kéber, Avril 99, Mount Pleasant. Une paisible bourgade du New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Galaud de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait su une fausse piste? À l'aide de son écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Donc moi j'ai adoré La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai adoré l'adaptation aussi. Donc là quand j'ai su en fait que l'affaire Alaska Sanders c'était en fait la suite des deux autres que je viens de vous dire, je me dis il faut absolument que je le lise, enfin que je l'écoute. Franchement j'ai jamais lu un livre de Joel Dickers, pardon, je n'ai fait que les écouter en livre audio, je trouve ça génial. J'adore en fait écouter des livres audio policiers, j'en lis très peu mais j'adore en écouter. Écoutez, j'ai pas été déçue, même si bon j'ai pas été déçue parce qu'il y a vraiment plein de rebondissements dans cette histoire. Je suis très heureuse de retrouver Marcus, de retrouver la complicité qu'il avait avec le sergent Perry Galaud. Je suis super contente aussi de retrouver le New Hampshire, les petites descriptions de Joel Dickers. Mais je dois avouer que ça m'énerve. Donc on est sur un meurtre d'une femme et il a pas arrêté de parler. Donc on est quand même en 2022 de crimes passionnels, et nanana. Ça s'appelle un féminicide. Non mais au bout d'un moment il faut savoir mettre les mots, c'est un féminicide quoi. Purée, en 2022, ce livre il a été écrit en 2021, je ne sais pas. Tu mets les bons mots. Enfin, je veux dire, il est jeune en plus Joel Dickers. Je sais pas quel âge il a, peut-être mon âge, peut-être un peu plus vieux, 35, 40 ans, je n'en sais rien. Mais moi ça m'énerve de lire dans des bouquins ça quoi. On essaie de changer un peu les vocabulaires, voilà. Donc bref, cette enquête de l'Alaska Sanders, il y a plein de rebondissements. Moi j'ai été accrochée pour absolument savoir la suite. Je dirais pas que c'est le roman de l'année, je dirais pas que c'est mieux que tout ce qu'il a fait, mais il est vraiment bien. Il est bien, il est pas très bien. Voilà, je mets une 4 étoiles sur 5. Un bon polar qui n'empêche pas de dormir la nuit, moi c'est ce que j'aime. Hormis ce petit problème de vocabulaire, écoutez, ça a été on va dire une lecture plaisante, une lecture bonbon, polar. Voilà, moi je suis vraiment contente, surtout qu'il a créé sa maison d'édition, donc je suis très contente d'avoir pu pas y collaborer, mais y mettre un peu de sous dans cette création. Et j'ai hâte de lire, j'espère qu'il y aura encore d'autres livres avec ces personnages là, je sais pas pourquoi mais je les aime beaucoup et ça m'a donné envie de réécouter l'histoire des Baltimore. Enfin donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes encore Dickers. Non, moi j'aime beaucoup, j'aime bien le personnage, j'aime bien l'auteur. Voilà, si jamais il tombe sur cette vidéo, pitié, arrêtez de parler de crimes passionnels dans des bouquins des années 2020-22. On peut parler de féminicide, c'est intéressant, surtout que le twist à la fin peut aussi pas mal aider avec enfin bref, écoutez, on n'est pas tous féministes, mais voilà. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, encore, j'espère que je vais couper un peu des passages puisqu'on est à 27 minutes, j'essaie pourtant de toujours rester en dessous des 20 minutes. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans ou ces livres en commentaire, à me partager vos dernières lectures. Si vous avez des suggestions par rapport à mes lectures, comme vous voyez, je suis à fond sur la montagne, sur l'outdoor, mais vous voyez que c'est on va dire un point commun de tous ces livres, mais les histoires partent vraiment dans tous les sens et c'est super. Donc voilà. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo, à mon compte Instagram puisque je partage aussi d'autres petites choses là-bas, à mon compte Goodreads que je mets à jour une fois par mois.
Et voilà, n'hésitez pas à me partager le vôtre aussi pour que je puisse vous suivre. Je vous fais des petites bises et je vous dis à très vite. Bye bye.